Bonjour, merci beaucoup, chère Nofissa. Je remercie tout le bureau de la MCC pour le chaleureux accueil auquel ils nous ont toujours habitués. Nous sommes maintenant de grands collaborateurs depuis pas mal d'années et j'en suis vraiment fière. Je les félicite aussi pour le site qu'ils ont choisi cette année, magnifique, qui est celui de Dakhla. Et en fait, la MCC collabore et participe à travers ce congrès dans nos provinces du Sud. Elle participe à l'essor médical et à la formation continue dont on a vraiment besoin dans nos provinces du Sud. Et donc, je suis honorée d'être parmi vous. Et on m'a donné donc la possibilité de participer avec ce topo sur l'électrophorèse des protéines. Donc, oui, même moi. Donc voilà, l'électrophorèse des protéines est un examen de routine que tout le monde connaît. Euh, on a des difficultés parfois à l'interpréter, parfois à tort, parfois à raison, parce que justement nous ne pouvons pas, disons, interpréter un examen, tout examen biologique, sans l'intégrer dans la clinique. Donc l'électrophorèse est un geste simple, c'est un examen simple qui est peu coûteux, qui peut nous ramener beaucoup d'informations. Nous, en tant qu'internistes, on utilise énormément parce que ça fait partie du bilan inflammatoire, mais aussi ça pourrait nous aiguiller vers d'autres pathologies, notamment des pathologies néoplasiques qu'on va voir ensemble, des pathologies inflammatoires. Et avec cette électrophorèse des protéines, on pourra plus étiqueter des pathologies avec des dosages spécifiques des immunoglobulines. Le principe, c'est simple, c'est un principe de séparation des protéines sur un lien cathodique de négatif vers le positif, l'anode, et c'est avec cette vitesse de migration qu'on va pouvoir, avec la taille des particules, qu'on va pouvoir fractionner les différentes protéines de notre organisme qui sont représentées dans l'électrophorèse. Donc, comme vous le savez tous, ce tracé, vous l'avez déjà vu et revu, et donc c'est un tracé normal d'électrophorèse des protéines qui montre aussi bien le pic qui est celui de l'albumine. Il y a une flèche là? Oui. Albumine, alpha 1, alpha 2, bêta, et puis le grand groupe des gamma-globulines. Alors, à savoir que nous avons la plus importante protéine qui est l'albumine et le reste, les alpha 1, les alpha 2, les bêta et les gamma sont des globulines. Alors, le profil normal, quand on va un peu plus loin dans l'étiquetage de cette électrophorèse des protéines, on va trouver que l'albumine représente 60% de nos protéines circulantes, et donc c'est le reflet de plusieurs pathologies quand elle est diminuée, que l'alpha 1 représente l'alpha 1 antitrypsine et l'orosomicoïde, et là aussi elle est intéressante à connaître parce que on peut avoir des pathologies en rapport avec un déficit de l'alpha 1 antitrypsine et donc des alpha 1. Il faut faire attention pour une bonne lecture de l'électrophorèse des protéines, à faire attention aux différentes fractions parce que des fois on fait attention aux gamma-globulines mais on ne lit pas tellement les autres globulines. Donc ça peut traduire une pathologie qui existe surtout chez l'enfant et qui associe des problèmes hépatiques et des problèmes pulmonaires. Ensuite, l'alpha 2 est l'aptoglobine, donc on va avoir des pathologies ou des élévations, par exemple, quand il y a des problèmes d'anémie chronique, on peut avoir des perturbations au niveau de cette fraction-là. Et puis, les bêta en rapport avec l'ACRP qui est vraiment le profil du syndrome inflammatoire et la transférine également avec des problèmes d'anémie martiale. La bêta 2
qui représente le complément. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des hypocomplémentémies dans des maladies de système, par exemple, telles que le lupus, et le fibrinogène aussi dans le cadre de l'inflammation. Et ensuite, notre grand groupe des gamma-globulines avec des sous-fractions de gamma-globulines, comme vous le savez bien, des IgG, des IgA, des IgM, et plus rarement on dose les IgD aussi et les IgE. Donc voilà un petit peu le profil un peu plus détaillé, et toujours on lit dans ce sens-là, avec le bloc de gamma, le complément dans les bêta-2, transférine, les alpha-2, l'alpha-1 antitrypsine intéressante et bien sûr notre grande protéine, l'albumine. Donc chez quel patient demander une électrophorèse des protéines? Et ça, je pense que c'est la question qu'on se pose assez souvent et que le médecin généraliste se pose. À noter que cet examen-là est un examen de médecin généraliste et qu'il peut manier à tout bout de champ, quelle que soit la pathologie. Ben, devant une fatigue chronique chez un patient, on peut la demander. Ça peut nous réveiller beaucoup de choses, nous révéler beaucoup de pathologies. Devant des douleurs osseuses, et on verra pourquoi, ou des anomalies radiologiques osseuses. Devant bien sûr un syndrome inflammatoire, quand il y a un syndrome inflammatoire, je dirais chronique, syndrome inflammatoire aigu, une infection bactérienne X, on ne va pas demander une électrophorèse pour suivre, ça ne sert absolument à rien. Et je reviendrai sur les infections. Les infections, chez un patient qui a des infections à répétition, une maladie auto-immune, bien sûr, ça nous permet de suivre sur certains critères. Les hépatopathies chroniques, le syndrome néphrotique, et là, je pense que le professeur Gebran va nous en parler. Les hypercalcémies, par exemple, on fait un bilan de routine et on trouve dans un bilan sanguin une calcémie élevée, et ben je demanderai une électrophorèse des protéines tout de suite après. Et on verra aussi pourquoi. Devant des signes de vascularite, notamment des neuropathies, ça peut révéler une pathologie myélomateuse. Devant des diarrhées chroniques et tout syndrome de malabsorption, on peut avoir des hypoalbuminémies très importantes ou des hypogamma-globulinémies en rapport avec des déficits immunitaires, par exemple, devant bien sûr un syndrome tumoral, des adénopathies, une splénomégalie, devant aussi une dénutrition, un patient qui fait une maigreur, une fièvre au long cours également, ou bien une perte de poids qui n'est pas justifiée, une perte de poids qui n'est pas, qui n'a pas de cause évidente. Devant une anémie chronique, devant un syndrome œdémateux, parce qu'il y aura une hypoalbuminémie qu'on va rattacher à ce syndrome œdémateux, devant des pathologies telles que la sarcoïdose, et ça je vais y revenir parce que dans la sarcoïdose, c'est un élément de suivi, une hypergamma-globulinémie polyclonale est un élément de suivi. Et en plus, elle survient dans la sarcoïdose sans qu'il y ait d'inflammation. Donc c'est vraiment un critère. Devant une pathologie lymphomateuse, ça c'est évident, surtout quand on utilise de l'immunothérapie, parce que dans les anticorps, dans les traitements par anticorps monoclonaux par exemple, on cible le lymphocyte B et quand on le cible, s'il n'y a pas un taux de gamma-globuline suffisant, ce n'est pas la peine de donner l'immunothérapie, ne sera pas efficace. Voilà, donc on fait un dosage quantitatif et qualitatif. Il y aura un dosage quantitatif d'une protéinémie qui est aux alentours de 60 à 70 grammes par litre normalement et une albuminémie qui est au-delà de 30 grammes par litre, avec voir aussi s'il y a un taux anormal qui est dû soit à l'ensemble, soit à certaines sous-fractions de ces protéines. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est ce rapport-là, albumine sur globuline. Il est sympathique, il est facile à faire, normalement à peu près vers le 1, entre 1,2 et 1,8, mais quand il est moins de 1, ce qui est important, c'est qu'il y a une hypoalbuminémie avec des globulines élevées, c'est le cas de la cirrhose hépatique par exemple, ou bien quand il est très important, supérieur à 2, ça veut dire qu'il y a une diminution très forte des gamma-globulines et ça veut dire donc qu'on est devant un patient qui a une hypo ou une A-gamma-globulinémie et ça existe. Il faut aussi voir l'hématocrit, ça c'est important. Jamais ne prendre une analyse ou un résultat
à lui seul, sans corroborer avec la clinique et sans corroborer avec des autres analyses biologiques, et notamment la numération plus plaquettes. Donc ce sont des éléments simples, peu coûteux, qui peuvent coordonner vers un seul syndrome. Par exemple, un patient qui a une anémie ou qui a une hémodulation, eh ben on aura une albumine qui est faussement basse. Quelqu'un qui a par exemple un syndrome d'hémateux, un troisième secteur, il va nous faire une diminution de l'albumine alors que l'albumine est normale. Ou bien l'inverse, quelqu'un qui nous fait une hémoconcentration, il va avoir une albumine élevée et un taux de protéines élevé, anormalement élevé, alors qu'en fait, c'est une fausse élévation. Donc, il faut qu'on fasse un petit peu attention à ces choses-là. Très simple. Alors, de manière générale, sur le plan quantitatif, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Dans quel cas on voit des anomalies de l'électrophorèse? Il y a 3 ou 4 cas de figure. Syndrome inflammatoire, ça vous le connaissez, cirrhose hépatique ou syndrome néphrotique, en gros. Mais il y a aussi d'autres problèmes, tels que des problèmes dans la dénutrition. On peut avoir des différences au niveau des gamma-globulines ou dans les carences martiales importantes. Et comme j'ai parlé, dans le déficit, on peut avoir ce fameux déficit en alpha-1 antitrypsine qui explique beaucoup de choses chez l'enfant, notamment des complications pulmonaires ou hépatiques. Alors bien sûr, aspect qualitatif, on va voir le tracé. Et quand le tracé est vraiment pathologique, ça se voit effectivement quand il y a un pic en dehors de celui de l'albumine, eh bien on se pose la question d'une dysglobulinémie. Voilà un petit peu ce qu'on a dit. Rapport albumine sur globuline, ça peut nous orienter vers des choses quand on a un malade qui est entre guillemets nu, c'est-à-dire examen clinique totalement normal, on fait un bilan, on trouve des choses comme ça. Il faut qu'on sache quoi demander après l'électrophorèse des protéines qui est anormale. Donc déjà sur les taux, on peut savoir quand il y a une diminution d'albumine ou des alpha-1 ou des bêta qu'il y a un problème hépatique, souvent parce que c'est synthétisé par le foie. Quand il y a un problème de gamma-globuline, en général, c'est en rapport avec les lymphocytes B. Et donc, soit il y a une hypergamma dans le cadre des lymphomes, par exemple, soit il y a une hypogamma dans le cadre, comme je vous dis, d'agamaglobulinémie ou de déficit en gamma-globuline. Donc, alpha-1, c'est beaucoup plus le foie, un taux bas d'alpha-1 antitrypsine ou ce fameux déficit. Il augmente dans les syndromes inflammatoires. Vous trouvez une hyper-alpha-1, c'est classique dans les syndromes inflammatoires, les inflammations chroniques, mais aussi vous en trouvez au cours de la grossesse. Et là aussi, c'est un petit bémol que je fais entre parenthèses. Chez la femme enceinte, il ne faut pas demander de CRP, il ne faut pas demander d'électrophorèse, parce qu'il y a une variabilité physiologique. Et donc, on se base sur ça pour, si vous voulez, traiter à tort par une antibiothérapie ou par un anti-inflammatoire style corticoïde ou autre. Mais en fait, chez la femme enceinte, elle a une CRP modérément élevée et une élévation des alpha-1. Voilà. Les alpha-2, c'est aussi dans les syndromes néphrotiques, ça augmentation des alpha-2 parce qu'il y a quand même de l'inflammation dans les syndromes néphrotiques, dans les néphropathies glomérulaires, et il diminue en cas d'insuffisance hépatique et en cas d'entéropathie, notamment les entéropathies exsudatives qui sont très importantes aussi à connaître, qui donnent des œdèmes des membres inférieurs avec une hypoalbuminémie. Et c'est en relation avec des problèmes intestinaux, l'inflammation intestinale. Les bêta-globulines sont augmentées en cas de carence en fer, en cas de maladie de la thyroïde, notamment d'hypothyroïdie, et ils sont diminués dans les syndromes néphrotiques et dans l'insuffisance hépatique. Donc on est toujours dans le même contexte particulièrement. Donc, pour le syndrome inflammatoire des images, donc ça vous connaissez très bien, ce qui est en marron c'est de l'inflammation, une hypoalbuminémie, une hyper-alpha-1, alpha-2 et bêta-globulinémie et une hyper-gamma-globulinémie. Regardez ce dôme, il faut faire attention à ce dôme-là. Ce dôme-là, il est large,
d'implantation. La base d'implantation est large et ça c'est très important. Là on peut dire qu'il y a un syndrome inflammatoire sans problème. Donc bien sûr la question qui revient toujours et qui est d'actualité c'est pour le Covid. Beaucoup de gens nous posent la question à propos de l'électrophorèse dans le Covid. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours élevé. Mais sachez que c'est un profil pareil de syndrome inflammatoire et que ça prend du temps pour se normaliser. Donc, il ne faut pas se fixer sur l'électrophorèse dans le Covid. Donc, pour ce qui est de l'inflammation, toutes les protéines de l'inflammation sont représentées dans cette électrophorèse des protéines. Ce qui est intéressant, le PP est intéressant dans les inflammations chroniques. Et ça sert aussi au suivi. Donc c'est pour ça qu'on la demande dans le chronique, c'est-à-dire au-delà de 6 à 8 semaines d'inflammation, on peut aller vers l'électrophorèse. Mais le reste, dans les inflammations aiguës, c'est la CRP qui est le meilleur indicateur. Hypoalbuminémie toujours dans le syndrome inflammatoire. Et donc hyper-alpha, hyper-gamma polyclonal. Pour l'atteinte rénale, syndrome néphrotique, hyper-bêta 2, avec un petit syndrome inflammatoire associé, diminution de l'albumine, bon, ça s'explique aussi, et augmentation de la synthèse de certaines macroprotéines pour contrecarrer le syndrome d'émateux. Donc, il y a une petite élévation des macroglobulines. Quand l'albumine diminue, la pression oncotique augmente et il y a un syndrome d'émateux. Et donc, physiologiquement, il y a des macroprotéines qui augmentent pour contrecarrer cet œdème. Et donc, ça explique l'augmentation des alpha-2 et de l'aptoglobuline dans le syndrome néphrotique. Pour le foie, insuffisance hépatique, le rapport albumine sur globuline est inférieur à 1, et ça c'est intéressant à avoir en tête quand on a devant nous une électrophorèse avec un passé hépatique ou de manière systématique un patient qui fait une altération de l'état général et qu'on n'a pas une idée sur son passé virologique, on peut tomber sur des choses comme ça de manière fortuite et diagnostiquer une cirrhose. Donc bloc bêta-gamma dans la cirrhose. Donc, au début, il y a une fusion de blocs bêta-gamma, puis après, vous pouvez ne pas le retrouver et retrouver juste une gammapathie, une hypergamma polyclonale. Toujours polyclonale, ça veut dire cette base qui est large. Donc, dans la cirrhose, le bloc bêta-gamma peut se faire quand il y a parce que la cirrhose s'accompagne aussi d'un état inflammatoire. Les hypergamma, ça c'est le gros lot de l'électrophorèse des protéines et c'est celui dont on a entre guillemets le plus peur. Donc ces hypergamma globulinémies, il y a une grande partie déjà qui est connue. Quand elle est polyclonale, c'est de l'inflammation. Donc, quand est-ce elle est soit polyclonale, en dôme, c'est ce qu'on a montré, ou bien monoclonale, un deuxième pic. Donc, monoclonal, ça veut dire qu'il y a une sous-fraction des gamma-globulines qui est augmentée aux dépens des autres. Donc, quand elles sont polyclonales, c'est soit des affections auto-immunes, des maladies auto-immunes, type lupus, très très fréquentes dans le syndrome de Gougerot. Si vous connaissez le syndrome SEC, syndrome de Gougerot-Sjogren, dans ce syndrome-là, il n'y a pas vraiment d'inflammation, mais il y a une hypergamma polyclonale. Et on la surveille parce que la principale complication du Gougerot, c'est le lymphome. Et justement, quand cette hypergamma est présente au début et qu'elle diminue au fur et à mesure de l'évolution, dès qu'il y a une forte diminution, on pense au lymphome. Donc ça, c'est un élément aussi d'évolution. Dans les infections, hypergamma polyclonale dans le Covid, par exemple, vous allez la trouver. Dans le VIH, les hépatites et chez les patients greffés également, il y a une hypergamma polyclonale qui est due justement à une réaction immunitaire. Alors, aussi dans les hépatopathies, les connectivites, on a vu, les infections et aussi dans certaines néoplasies solides, on peut trouver des hypergamma-globulinémies polyclonales en rapport avec des néoplasies de l'ovaire, par exemple, ou du poumon ou du foie. Donc cette hypergamma polyclonale est importante avec ce ratio albumine sur globuline, sur gamma-globuline. Donc quand on a par exemple une hypergamma qui est polyclonale importante, on aura un ratio qui est inférieur à 1
Et donc, ça doit nous pousser à faire d'autres investigations. Voilà un petit peu les étiologies des hypergamma polyclonales avec les connectivites, les hépatopathies, certaines néoplasies. Alors ensuite, on a les gammapathies malignes. Je vais revenir sur ces gammapathies monoclonales. C'est dans certaines pathologies malignes que vous connaissez, notamment en chef de file le myélome, qui est une prolifération plasmocytaire. Le Waldenstrom, c'est une autre pathologie qui est une prolifération lymphoplasmocytaire qui ressemble un petit peu au myélome, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça s'accompagne d'un pic monoclonal. Et la maladie de Kaller qui est solitaire, qui s'appelle aussi plasmocytome. Dans certains cas, c'est une maladie de Kaller mais localisée. Les leucémies lymphoïdes chroniques, les lymphomes et les amyloses. Dans le lymphome, les leucémies chroniques et l'amylose, ça peut être aussi polyclonal. Donc, ça ne permet pas de faire la différence. Toujours est-il que une gammapathie monoclonale, quand vous avez un pic comme celui-là, le diagnostic est pratiquement fait. Donc là, on a, dans 80% des cas, c'est un myélome. Donc, il y a une pathologie maligne osseuse. Donc ce pic-là, regardez la base. Alors la différence, c'est que la base est étroite et c'est un pic. Il fait vraiment pic. Alors que les autres hypergamma qu'on a vus, c'est des dômes avec une base large. C'est ça la plus grande différence. Donc il faut éliminer bien sûr cette hémopathie maligne, mais toute gammapathie ne veut pas dire malignité. Là encore, on peut avoir des cas où il y a un profil comme ça, un pic monoclonal, mais ce n'est pas un myélome. Il faut surveiller cette évolution par des électrophorèses des protéines systématiques tous les 3 à 6 mois au début, puis après annuelles. Il faut faire une immunoélectrophorèse, et ça c'est le réflexe que je voulais faire passer aujourd'hui, faire une immunoélectrophorèse sur l'électrophorèse des protéines qui montre un pic monoclonal. C'est du systématique. Il faut compléter par cet examen-là, par une immunofixation. Et bien sûr, demander à côté une numération qui va montrer une anémie chronique ou une hyperlymphocytose en rapport avec une leucémie chronique. Demander une calcémie, parce que s'il y a une hypercalcémie, ça rentre très bien dans le cadre d'un myélome. Demander une créatinine parce que le myélome s'accompagne souvent d'insuffisance rénale et demander un acide urique pour voir un petit peu s'il n'y a pas une hyperactivité, de néoplasique. Quand l'acide urique est élevé, ça veut dire quand même qu'il y a un catabolisme qui est important. Voilà. Donc, myélome, Waldenstrom, amylose, ça peut être aussi, faire partie aussi de l'élaboration de ce pic monoclonal. Et il y a une autre entité qui est celle-là, les gammapathies monoclonales asymptomatiques, MGUS, ça s'appelle MGUS, monoclonal gammapathie undefined ou unknown significance. Ça veut dire que ce sont des gammapathies monoclonales, mais pas vraiment des myélomes. Alors, quand on voit un pic comme ça, comme celui-là, on fait une immunoélectrophorèse là-dessus, bien sûr, et on trouve quoi? On trouve qu'il n'y a pas d'augmentation d'une immunoglobuline par rapport aux autres. Elles sont toutes augmentées. Et dans ce cas-là, ça peut être juste un profil que l'on voit avec certaines maladies ou bien chez le sujet âgé. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément un myélome. Donc déjà, quand vous voyez ça, il ne faut pas alerter le patient tout de suite. Il faut déjà nous poser, lui demander un complément de bilan, une immunoélectrophorèse, voir un petit peu le dosage des sous-fractions et à partir de là, vous pouvez lui annoncer sa maladie. Mais à travers juste un tracé comme ça, ce n'est pas suffisant. Donc, l'affirmation d'un caractère monoclonal, elle repose sur soit cet aspect étroit dont je vous ai parlé, celui-là, un aspect étroit de la base, avec un pic haut, donc haut et étroit. Bien sûr, on va compléter par l'immunofixation. On va voir s'il y a une élévation d'une classe, ça peut être IgG, IgA, IgM ou IgD, mais les myélomes les plus fréquents, c'est les IgG
et les IgM et les IgA, et chez le jeune, c'est les IgM. Avec une diminution des autres classes, parce que si elles ne sont pas diminuées, si le taux des autres classes est normal, c'est une gammapathie monoclonale non identifiée, non tumorale. Donc, on est plutôt rassuré. Voilà, donc devant cette protéine monoclonale, c'est-à-dire ce pic, on peut la découvrir fortuitement, elle peut être asymptomatique et on va rechercher aussi les chaînes libres. Donc on va compléter par une immunoélectrophorèse dans les urines. Ça s'appelle donc recherche donc de chaînes légères libres, le CLL, qui va nous permettre de dire effectivement c'est un myélome à chaîne légère, parce que ça existe surtout chez le sujet adulte moins âgé et qui est de très mauvais pronostic. Donc, diagnostic, soit un myélome, et on va corroborer aussi avec l'atteinte radiologique parce que ça donne les lyses osseuses, avec la présence ou non d'insuffisance rénale. Maladie de Waldenstrom, ça s'associe à une splénomégalie et à des signes d'hyperviscosité sanguine, des signes de thrombose, ou bien un lymphome, des syndromes lymphoprolifératifs. Alors, dernier titre, les hypogammas. Eh bien, quelquefois, on peut avoir une diminution des gamma-globulines, surtout quand le patient est sous traitement, notamment une corticothérapie au long cours. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Si le patient est sous corticoïde depuis longtemps et qu'on voit qu'il a des gamma-globulines basses, c'est bon, on peut s'arrêter là. Ça peut être aussi d'autres types d'hémopathie maligne. Il faut faire attention, c'est un sujet qui n'a pas d'autre explication. Ça peut être chez l'enfant une agamma-globulinémie. C'est une maladie génétique. Il n'a pas du tout de gamma-globuline et il tombe souvent malade et on ne sait pas pourquoi. Et c'est dû souvent à un déficit immunitaire. Donc ce déficit immunitaire peut être le reflet d'une hypo ou d'une agamma-globulinémie, gamma-globuline basse. Et surtout chez un enfant qui fait des infections chroniques. Parfois le diagnostic il est fait à l'âge adulte parce que c'est passé à côté, on n'a jamais demandé, etc. Et donc certaines maladies aussi dans la sarcoïdose peuvent s'accompagner de déficit immunitaire. Donc en finalité, j'espère que j'étais dans les temps. Pour ramener à la maison certains messages, l'électrophorèse d'abord ne peut pas être interprétée seule, elle doit être interprétée en fonction de la clinique. Les anomalies les plus fréquentes, c'est l'inflammation, le foie, le rein. Les hypergammas polyclonales, on les voit très souvent dans certaines néoplasies, dans les inflammations chroniques, dans les maladies de système et dans les cirrhoses hépatiques. Devant un pic monoclonal, il faut toujours demander une immunoélectrophorèse ou immunofixation. Ça coûte un peu plus cher, mais on n'a pas le choix. On est obligé de sortir avec un diagnostic. L'absence de ce pic monoclonal n'exclut pas un myélome. Par exemple, vous avez un patient qui a des lyses osseuses, qui a un syndrome inflammatoire, des lyses osseuses, une insuffisance rénale, c'est un myélome jusqu'à preuve du contraire. Des fois, il ne s'accompagne pas de pic. On appelle ça un myélome non sécrétant ou un myélome à chaîne légère. Donc, il faut les demander dans les urines. Cette fameuse MGUS ou gammapathie monoclonale, il faut la prendre avec beaucoup de sérénité parce que ça existe parfois chez les sujets âgés ou en association avec des pathologies. Il suffit juste de suivre cette électrophorèse une fois par an et voir l'évolution, si ça augmente ou si ça reste stationnaire. Il faut penser devant une hypogammaglobulinémie au déficit immunitaire comme un variable que l'on ne connaît pas beaucoup, donc, et qui nécessiterait aussi un thème peut-être pour les prochaines fois. Et je vous invite à la nouvelle faculté de l'Aïoun où peut-être l'année prochaine vous pourrez être parmi nous. Merci.